Alors, dans la dernière présentation, on a vu comment faire les calculs des maximums et des minimums de luminosité dans l'expérience de Young. Donc, ça prend évidemment une source lumineuse cohérente qui passe par deux fentes. Et on a vu que la condition d'interférence générale reste vraie. Donc, il va y avoir un maximum de luminosité quand la différence de marche est égale à un nombre entier de longueur d'onde et un minimum quand c'est un nombre demi-entier. Et on a vu que dans la géométrie particulière de l'expérience de Young, comme la distance entre les fentes est très très petite comparée à la distance des fentes jusqu'à l'écran, ben on peut utiliser cette approximation et ainsi calculer la position de l'angle pour lequel il va avoir tel maximum ou tel minimum, et avec l'angle, retrouver la position. Et encore mieux, si jamais on est près du centre, suffisamment près du centre de l'écran comparé à la distance des fentes jusqu'à l'écran, mais on peut utiliser une approximation encore plus pratique qui nous donne directement Y à partir de la différence de marche. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui se passe si au lieu d'avoir seulement deux fentes, on a un grand nombre de fentes. Donc c'est ce qu'on appelle un réseau de fentes très rapproché, qui est utilisé entre autres dans la spectroscopie, des choses comme ça. Donc d'abord, qu'est-ce qui arrive si on ajoute une troisième fente? Et là, vous allez voir que j'utilise un petit peu les figures de 3.3, mais 3.3 n'est pas à l'étude. Je m'en sers vraiment juste pour vous faire comprendre comment est-ce qu'on fait la transition entre deux fentes et plusieurs fentes. Donc, on voit que si on ajoute une troisième fente et qu'on fait le calcul de l'intensité lumineuse, donc je ne vous demande pas de savoir comment faire ce calcul-là, mais juste expérimentalement, ce qu'on va observer de toute manière, ou ce qu'on est capable de calculer, c'est qu'il va apparaître des maximums secondaires entre les maximums principaux. Donc, vous voyez ici que le maximum secondaire est beaucoup moins lumineux que le maximum principal, qui est exactement au même endroit en passant que le maximum principal avec deux fentes. Si on continue d'ajouter des fentes, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y a d'autres maximums secondaires qui apparaissent. Donc, à 4 fentes encore, un autre petit maximum de plus qu'avec 3 fentes. Mais encore une fois, les maximums principaux sont toujours là où étaient les maximums principaux pour notre interférence de Young à deux fentes. Et ce qu'on observe, c'est que plus ça va, plus on ajoute de fentes, plus finalement les maximums principaux vont être très intenses, très lumineux et très bien localisés, et plus les maximums secondaires, ben, il va s'en ajouter, ce qui va faire que finalement, il se passera de moins en moins quelque chose dans les zones entre les maximums principaux, parce que ces maximums secondaires-là sont de moins en moins lumineux, eux. Donc, on voit ici, rendu à 10 fentes déjà, on va avoir des pics d'intensité très marqués, là où on avait nos maximums pour l'interférence de Young, et presque rien entre les deux. Et si on continue, ben on va voir que pour un réseau de plusieurs fentes très rapprochées les unes des autres, finalement, ce qu'on va avoir, c'est un écran qui est pratiquement tout noir, à l'exception de points très lumineux où on a les maximums d'interférence qui sont aux mêmes positions que quand on avait deux fentes, c'est-à-dire là où la différence de marche est un nombre entier de longueur d'onde. Donc, avec deux fentes, on avait deux fentes distinctes séparées par une distance d, et on était capable de trouver la position des maximums en calculant quand est-ce que la différence de marche va être un nombre entier de longueur d'onde, deux nombres, donc, une fois la longueur d'onde, deux fois la longueur d'onde, ainsi de suite. Eh bien, pour les réseaux de fentes, en fait, la géométrie va être la même pour chaque paire de fentes contiguës. Donc, c'est-à-dire que si je regarde une fente et la fente suivante, ben chaque fois qu'il y a une différence de marche égale à un nombre entier de longueur d'onde, elles vont être en phase, mais celle-là aussi, puisque c'est la même distance qui les sépare, va être en phase avec sa voisine, qui va elle aussi être en phase avec sa voisine. Donc, finalement, chaque fois que la différence de marche entre deux rayons qui partent de deux fentes contiguës est un nombre entier de longueur d'onde, ben tous les rayons vont être en phase
et faire de l'interférence constructive. Donc, c'est pour ça que ça donne un pic très, très lumineux à ces endroits-là. Et donc, chaque fois, finalement, qu'on va avoir à faire des calculs pour un réseau, ça va être le même calcul pour les maximums que pour l'interférence de Young. Donc, la différence de marge doit être égale à un nombre entier de longueur d'onde, à condition de connaître la distance entre chaque fente qui est une à côté de l'autre. Donc, 2 commentaires. D'abord, vous remarquez que, oui, on va être capable de faire la même chose pour les maximums d'intensité, mais pas pour les minimums. Parce que pour un réseau, dans le fond, tout le reste de l'écran est noir. Fait que c'est l'entièreté de l'écran qui est un minimum, à l'exception des endroits où il y a des maximums. Fait que faites attention, la notion de minimum de luminosité est pas vraiment pertinente pour un réseau, seulement les maximums. L'autre remarque, c'est que généralement, la distance entre deux fentes contiguës, qu'on appelle en fait le pas du réseau, donc la distance à marcher, si on veut, pour trouver une nouvelle fente, souvent, ce qu'on va plutôt spécifier pour un réseau, c'est pas cette distance-là, mais c'est le nombre de fentes par millimètre, par exemple. Donc, il faudrait faire une petite conversion pour calculer la distance D entre deux fentes contiguës. Et finalement, généralement, pour un réseau, en fait, comme les points sont très, très, très intenses, très lumineux, ben on va les voir très larges. En fait, il y a beaucoup, il y a une diffraction qui va être très large, très grande, et donc les angles vont être typiquement assez grands. En fait, trop grands pour qu'on puisse utiliser notre approximation sin θ égale à tangente θ. Donc, on n'utilisera pas cette approximation-là. Donc, en gros, les équations qu'on a pour faire les calculs, ce sont les mêmes que dans la section 3.2 sur l'interférence de Young. Donc, on a tangente θ qui nous permet de calculer y si on connaît θ et vice-versa. Et on a la différence de marche égale à d sin θ qui nous permet de calculer l'angle pour un maximum donné. Mais attention, on peut pas prendre cette équation-là et remplacer sin θ par tangente θ. Donc, la justification, je vous l'ai déjà faite. Au fond, pourquoi est-ce que c'est la même équation? Ben, c'est le fait que deux rayons qui sont adjacents, s'ils font de l'interférence constructive, ben, nécessairement, ce rayon-là va aussi faire de l'interférence constructive avec le suivant, parce qu'ils ont tous la même distance qui les sépare. Donc, si on s'intéresse à deux des fentes du réseau et que ça satisfait à la condition pour l'interférence constructive, mais ça va être le cas pour toutes les fentes du réseau. Et donc, on va avoir la même équation que pour l'interférence de Young. C'est-à-dire qu'on peut retrouver les maximums d'interférence en posant que la différence de marge doit être égale à un nombre entier de longueur d'onde. Et je répète encore une fois, en général, le cône de diffraction pour les réseaux est plutôt large, donc on ne peut pas utiliser sin θ égale à tangente θ. Il faut vraiment calculer l'angle puis ensuite retrouver le y. Petite question pour vous, petit vox pop. Donc, lequel de ces patrons provient du réseau ayant le plus de fentes par millimètre? Alors, ici, je voulais vous montrer des vraies images. Si on avait fait la démonstration avec le laser, c'est quelque chose qui ressemble à ça qu'on aurait observé. Plein de points sur le mur de la classe. C'est vraiment très large comme patron comparé au patron de l'interférence. Et donc, je vous laisse faire pause et essayer de répondre par vous-même. Alors, donc, vous pouvez procéder de deux manières différentes, au moins. Donc, soit vous vous dites, je vais suivre le même numéro de maximum. Donc, pour m égale à 1, qu'est-ce qui est différent? Donc, par exemple, je pourrais constater que pour le même numéro de maximum, m égale à 1, ben ici, y, la distance est beaucoup plus grande que ici. Ou bien encore, vous pouvez dire, ah, mais pour une certaine distance y, disons, ben là, je constate que le numéro m du maximum n'est pas le même. Donc, une manière ou d'une autre fonctionne. Je vous montre une des deux solutions. Moi, je l'ai faite pour une même position y, parce qu'ici, donc, on avait un peu l'impression qu'en distance, cette distance-là était la même. Ici, on est capable, donc si on... il en manque un, mais si on décale, on est capable de voir que pour une même distance, on arrive jusqu'à m égale à 2 dans le patron du milieu, alors qu'on arrive jusqu'à m égale à 1 dans le patron du bas.
Donc, si je regarde la même distance Y, faut réaliser que c'est la même chose que regarder le même angle θ, parce que la distance jusqu'à l'écran n'a pas changé dans les deux situations. Donc, sinon, disons que je regarde la même distance dans les trois cas, mais je regarde le même angle. OK? Donc, si l'angle d'un patron est le même que l'angle de l'autre patron, mais que ce n'est pas le même M à cette position-là, qu'est-ce que je peux dire du rapport entre les deux réseaux? Donc, le pas du réseau du patron A sur le pas du réseau du patron B, comment il se compare? Ben, avec l'équation différence de marche égale à D sin θ, si j'isole D, ça me donne que chacun va être la différence de marche divisée par sin de l'angle. Mais comme on a dit qu'on se concentrait sur une distance qui est la même pour les deux, c'est le même angle, ben sin θ s'annule en haut et en bas, et on constate que le pas du réseau qui a donné lieu à ce patron-là va être proportionnel à la différence de marche pour une certaine position Y, et donc à m fois lambda pour une certaine position Y. Donc, le pas du réseau ici est proportionnel au numéro du maximum qu'on observe à une distance Y donnée. Et donc, plus m va être petit, donc par exemple pour l'image du bas, pour cette même position Y, on est juste au m égale à 1, donc le m est plus petit que pour le patron du milieu, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, si m est plus petit, D est plus petit aussi, le pas du réseau, qu'est-ce que ça veut dire? La distance entre deux fentes contiguës est plus petite, donc les fentes sont plus rapprochées les unes des autres, donc il y en a plus par millimètre. Alors, c'était ma réponse du premier Vox Pop. Maintenant, deuxième question. Je vous laisse encore faire pause. Peut-on calculer le rapport entre le nombre de lignes par millimètre du deuxième et du troisième? Dans le fond, ça a l'air d'être à peu près 2 fois hein, la distance là, pour obtenir le même m. Est-ce qu'on pourrait calculer le nombre de lignes par millimètre? Est-ce que ça va être le 2? Là, ça c'est bien. Donc, voici une petite solution. Ici, j'ai fait l'autre méthode. Donc, fixons le m. Regardons pour m égale à 1 dans les deux cas. Donc, si je regarde pour le patron du bas, appelons-le C, par rapport au patron du haut, du milieu, appelons-le B, ben, pour le même m, donc si je regarde m égale à 1, alors on a l'impression que pour m égale à 1, ben, dans le patron du bas, y va être 2 fois plus grand. Okay? Prenons pour acquis que c'est exactement 2 fois plus grand. Est-ce que le D ici, on va pouvoir dire que c'est 2 fois plus petit? Est-ce qu'il va y avoir 2 fois plus de lignes par millimètre? La réponse, c'est presque, mais pas exactement. Pourquoi pas exactement? À cause du fait que tangente n'est pas tout à fait égale à sin pour des grands angles. Dans le cas des réseaux, c'est des grands angles. Donc ici, tout ce que je peux dire, c'est que la tangente de l'angle est 2 fois la tangente de l'angle du réseau utilisé dans le patron du milieu. Alors que si je compare je veux comparer les deux nombres de lignes par millimètre, donc c'est relié au pas du réseau D, mais en fait, la différence de marche, c'est la même pour les deux, parce que si, souvenez-vous, j'ai décidé de suivre un certain numéro maximum. Donc, dans les deux cas, c'est 1 fois la longueur d'onde. Donc, ça ici, c'est égal à ça. Fait que si je fais le rapport DC sur DB, c'est inversement proportionnel au rapport de sinus, donc le sinus du patron B sur sinus du patron C. Fait que si, et seulement si, on avait le droit de dire que sin θ est à peu près égal à tangente θ, mais là, on pourrait dire que dans le fond, DC va être la moitié de DB. Donc, la distance est la moitié plus petite, donc il y a 2 fois plus de lignes par millimètre. Sauf que pour un réseau, on n'a pas le droit de dire ça. C'est pas évident que Y est beaucoup plus petit que L. Fait que tout ce qu'on pourrait répondre, c'est le nombre de lignes par millimètre est probablement à peu près le double dans le réseau du bas. Alors, j'ai dû malheureusement scinder cette vidéo en deux pour des raisons techniques. Donc, la suite dans une prochaine vidéo. Exercices et applications.